Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé le lundi 26 février 2024 à la validation des pouvoirs des élus provinciaux de cette législature, ce après l'adoption des conclusions du rapport de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs des élus. C'était lors de la séance plénière organisée par les bureaux d'âge de cet organe délibérant. Reportage. Plusieurs députés provinciaux ont répondu présents à cette séance plénière consacrée à la validation des pouvoirs des membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après lecture du procès-verbal de la précédente plénière, l'économie du rapport de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs de ces élus a été présentée à l'assistance. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'adopter tout à l'heure les conclusions du rapport des travaux de la commission chargée de la validation des pouvoirs des élus provinciaux de la ville de Kinshasa. Il en ressort que les dossiers des 44 élus provinciaux de la ville de Kinshasa sont jugés recevables. Ça n'est suivi la validation des pouvoirs des élus provinciaux. Bolokele, Bolokole, Lombo, mon plaisir. Canon La Rose, Jeannot. Dikoui, Sinkene, Jean-Paul. Diabanza, Monanene, Martyr. Yeli Morangi, Daniel. Je les proclame députés provinciaux de la ville de Kinshasa. À noter que la prochaine plénière sera consacrée à la mise sur pied d'une commission chargée de la validation et cooptation des chefs coutumiers, a fait savoir le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En fin de compte, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accepte le principe d'une rencontre avec son homologue rwandais Paul Kagame, avec comme préalable, entre autres, la cessation immédiate par le M23 des hostilités, cela à l'issue d'un tête-à-tête qu'il a eu dans la soirée, dans la matinée de mardi 27 février à Luanda avec son homologue angolais Joao Lourenço, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine pour résoudre l'instabilité qui prévaut dans la partie est du pays. Le président Lourenço, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à Luanda son homologue et frère, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de donner le pas, de faire le pas suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'est de la République démocratique du Congo et à la République démocratique du Congo en général. Je n'irai pas en détail. Je dis que nous travaillerons, l'Angola en tant que médiateur a la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc, je n'irai pas dans le détail. Après Luanda, le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé dans la matinée de mercredi 28 février à Bruxelles, en Belgique, pour une visite officielle où il s'est entretenu avec le premier ministre belge Alexander De Croo. L'échange entre les deux hommes a porté sur la coopération bilatérale, les sujets d'intérêt commun et la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la première visite officielle hors d'Afrique depuis le début de ses deuxième mandats pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et c'est la Belgique qui a été choisie, un pays ayant le lien historique avec la RDC, abritant également une forte communauté de la diaspora congolaise. La RDC et la Belgique entretiennent des relations privilégiées et développent ensemble
une importante coopération multisectorielle. Ces sujets étaient au centre du tête-à-tête de ces mercredis 28 février 2024, en début de matinée entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le premier ministre belge Alexander De Croo. Mais ce qui a retenu l'attention de la presse, venues nombreuses à cette rencontre, c'est bien évidemment la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, mais aussi le besoin de clarification de l'Union européenne, car la Belgique exerce pour 6 mois la présidente tournante du Conseil européen. Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. C'est après que le président Tshisekedi a rencontré au Palais Royal de Bruxelles le roi de Belge pour un entretien privé. La visite du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi s'est poursuivie jusqu'au jeudi 29 février avec d'autres activités annoncées. C'est une nouvelle phase de l'histoire économique de la RDC qui va s'ouvrir après avoir bouclé avec succès la 5e revue du programme économique de facilité élargie au crédit. Le pays de Félix Tshisekedi et le Fonds monétaire international se projettent déjà sur la 6e revue reçue par le Premier ministre le mercredi 28 février. L'institution des Bretton Woods salue les efforts du gouvernement congolais. Après avoir bouclé avec succès la 5e revue du programme FEC, le programme de facilité élargie au crédit avec le Fonds monétaire international, la République démocratique du Congo s'élance dans la 6e revue. C'est dans ce cadre qu'une délégation de cette institution des Bretton Woods, en mission en RDC, a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La délégation a rendu compte au Premier ministre des travaux effectués dans le cadre de la préparation de la 6e revue. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission légère pour préparer la 6e revue du programme FEC du Fonds des autorités soutenu par le Fonds monétaire international. L'objet de notre visite au Premier ministre, c'est de lui rendre compte de nos travaux depuis la semaine dernière pendant cette mission. Le plus grand objectif de la mission, c'était de collecter les informations, les progrès qui ont été faits depuis la 6e revue et de faire le point sur les efforts qui restent à faire pour la 6e revue. Comme nous l'avons dit, le conseil d'administration l'a dit, en approuvant la 5e revue, nous saluons les efforts des autorités, leurs engagements à faire, à mettre en œuvre toutes les réformes qui sont prévues dans le programme. Je pense que c'est clair que c'est la première fois que la RDC est arrivée à ce niveau, au niveau de la 5e revue. Donc maintenant, notre encouragement, c'est que les efforts continuent pour que la 6e revue soit aussi satisfaisante. Cette délégation reviendra en avril prochain pour la revue proprement dite. Pour rappel, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a déjà approuvé la 5e revue en décembre 2023, une revue bouclée avec succès par le gouvernement Sama Lukonde, ce qui est une première en RDC que le gouvernement arrive à un tel niveau de l'exécution de son programme économique. Le projet des résolutions portant création, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers de chefs coutumiers désignés pour la cooptation a été adopté le mercredi 28 février 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était au cours de la séance plénière organisée dans l'hémicycle de cet organe délibérant. Au cours de cette séance plénière, les députés provinciaux ont adopté à l'unanimité le projet des résolutions portant création, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers des chefs coutumiers désignés pour la cooptation par l'Assemblée plénière ce mercredi 28 février 2024, ce après la lecture du procès-verbal de la séance plénière précédente. À en croire Honoré Mbokosso, président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la durée des travaux de cette commission spéciale est d'1 jour. Au nom du nouveau provisoire et au micro,
Je vous félicite pour votre participation active aux travaux et vous annonce que la décision portant désignation des membres de la commission spéciale créée sera signée et portée à la connaissance concernée aujourd'hui. Ainsi, nous demandons à chaque parti politique ou le mouvement politique de nous communiquer le nom de son membre devant faire partie de cette commission en tenant compte de son profil. La durée des travaux de cette commission est d'un jour. Présent dans la salle, le député provincial Pati Moubenga est revenu sur le sens même de cette séance plénière. Il s'agissait d'abord d'adopter le rapport de la séance précédente et puis adopter le projet de la résolution pour la cooptation de chefs coutumiers. Et c'est la chose qui est faite. Nous venons d'apprendre que parmi les 4 chefs coutumiers qui sont retenus, il y a déjà un qui n'est plus, qui est décédé. Nous restons avec le 3. Mais je pense que nous ferons en sorte que le suppléant de celui qui est décédé là soit coopté après avoir étudié leur dossier. À noter que cette commission spéciale sera composée de 10 députés provinciaux désignés par l'Assemblée plénière sur proposition du président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tout en tenant compte de l'équilibre entre les forces politiques au sein de l'hémicycle. Le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration a échangé le mercredi 28 février avec une délégation de la société civile sur la révisitation du contrat sino-congolais. Cette dernière juge équitable et transparente les clauses ayant abouti à cette négociation. Suivez. Il était question pour Freddy Chimbo d'expliquer les contours du contrat sino-congolais après sa révisitation. Pour Bishop Abraham Djamba, membre de la société civile et chef de cette délégation, les éclaircissements apportés par le directeur général de l'APCSC ont permis de se faire une idée claire sur ces partenariats entre la RDC et des groupes d'entreprises chinoises. La société civile pour la bonne gouvernance juge transparente les négociations actuelles menées par les 2 parties. Au sorti de cet échange, Bishop Abraham Djamba est revenu sur les contenus de leur entrevue. Nous avons discuté avec le directeur général sur particulièrement le projet SICOMIN, toutes les négociations qui ont eu récemment sur cette question qui a été soulevée par le rapport de l'IGF par rapport à l'utilisation de financement qui venait de la convention sur les infrastructures en échange de minerais. La transparence, c'est ce que nous recherchons. La transparence consiste essentiellement à mettre à la disposition des citoyens les informations par rapport à toutes les actions de l'agence. Le cadre de concertation va être aussi un des éléments qui permettrait justement cette transparence-là. Et donc, s'il y a de la transparence, nous pensons qu'elle devrait être améliorée. Rappelons que les efforts menés par l'UGF ont été d'une grande importance dans l'aboutissement de cette révisitation du contrat sino-congolais. Créée en mars 2022, l'APCSC sert d'intercession entre les différentes parties et entités intéressées par le projet issu des accords, des collaborations ou des coopérations en matière d'infrastructures de base et de ressources naturelles en République démocratique du Congo. La capitalisation des acquis de la conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégré de développement communautaire en faveur des 1453 ETD, c'est le thème sous lequel est placé l'atelier organisé le jeudi à Béatrice Hôtel par le ministère des Affaires sociales. Le ministre des tutelles Modeste Mutinga a insisté sur le développement de l'agriculture et de l'élevage pour répondre suffisamment à la demande sociale de la population dans ces entités territoriales décentralisées. Images et commentaires. Le développement de 1453 entités territoriales décentralisées inscrites dans ces programmes intégrateurs était le principal sujet des réflexions placées sur la table des échanges. Plusieurs panélistes ont défilé
et mettant chacun leur point de vue sur la question juste avant les diverses interventions des ministres présents à la cérémonie. Dans leurs allocutions respectives, le point commun demeure la promotion de la filière agro-pastorale qui peut sérieusement influer sur le développement des ETD, comme les souligne le ministre du Développement rural, François Roubota, mettant un accent particulier sur la promotion de l'économie rurale. Nous devons favoriser la promotion de l'économie rurale. C'est là que nous devons en fait les orientations et réponses par rapport aux possibilités que nous avons. Cette promotion de l'économie rurale doit faire en sorte que dans cet espace que nous venons de définir là, nous ayons l'agriculture soit améliorée. Mais pour y parvenir, estime le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, l'accent doit être également placé sur la protection et de la solidarité sociale. Ces deux projets de loi complétés au plan de développement de 1453 territoires et compléter ainsi la vision du président et de la République qui consiste à assurer le bien-être social à la population. Quant au ministre de la décentralisation, Eustache Mouandi, la coopération entre les entités est également prioritaire. La coopération décentralisée, c'est un levier qui permet à ce que toutes les entités décentralisées puissent coopérer entre elles. Et de cette manière-là, nous pouvons avoir une gestion des affaires publiques locales qui soit assurée effectivement. Pour rappel, la conférence internationale de partenaires du PEIDC s'était déroulée le 16 et le 17 octobre de l'année dernière. La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business fait également partie des acquis à capitaliser de la conférence internationale de PUDC, une affirmation issue de ce même atelier organisé par le ministère des Affaires sociales. Maître Alice Mirimont, l'un des panélistes, à ses assises s'est réjoui de la qualité des échanges, mais surtout a mis l'accent sur ce programme intégrateur de développement des ETD qui rencontre convenablement les 6 axes prioritaires du chef de l'État durant son deuxième quinquennat. Ma satisfaction à plus de 1000% parce qu'on a atteint l'objectif qui était escompté, qui était de rendre au public les acquis de la conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégrée de développement communautaire, qui vient d'une initiative du chef de l'État. Il s'agit d'abord du programme de développement local de 145 territoires et ce programme est élargi aux entités territoriales décentralisées avec le 1453 ETD. Ce programme a comme projet illustratif le PABA Cobalt, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, qui a produit un modèle de l'entrepreneuriat local basé sur l'agro-business, qu'on appelle le centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business. Et il y a des questions qui ont été soulevées sur la question de gouvernance, la capacitation au niveau des animateurs des ETD, la gouvernance locale, la participation citoyenne, parce que la population ne doit pas toujours rester dans une position d'attentisme. Nous devons arrêter de tendre la main, parce que les ressources sont là où nous vivons, les ressources sont sur nos avenues, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villages, dans nos chefferies et dans nos secteurs. Et donc du coup, le chef de l'État, avec ces 6 priorités que vous connaissez pour le nouveau quinquennat qu'il a commencé en 2024-2028, il tient à ce que ces 2 programmes marchent de pair et que ça puisse produire réellement des emplois parce que nous allons rentrer au champ, nous allons ensemble construire nos routes, nous allons nous connecter entre nous et ce sont des facteurs qui vont progressivement mettre fin aux conflits armés et aux questions des conflits autour de nos ressources minières. Signature le jeudi 29 février à l'hôtel Memling d'un protocole d'accord entre l'Association nationale des établissements publics et entreprises de portefeuille de la Banque africaine de développement. Ces financements visent notamment la relance de l'économie nationale en soutenant les entreprises du secteur public. Retour en image sur ce qu'a été cet événement.
Les difficultés que traversent les entreprises du portefeuille et établissements publics nécessitent un financement conséquent qui aura comme effet d'entraînement la relance de l'économie nationale. C'est donc dans cette optique que l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, en synergie avec le cabinet Boost International ainsi que la Banque africaine de développement, BAD, en présence des directeurs généraux des entreprises membres de l'ANEP, ont réfléchi sur le montage de finances pour les grands projets bancables au sein de leurs entreprises respectives. Les entreprises du portefeuille déjà représentent des acteurs qui sont des moteurs du développement. Donc on ne peut pas faire du développement sans ces entreprises-là. Il faut que les entreprises, pour qu'elles accomplissent leur mission de développement, soient performantes, autant au plan opérationnel qu'au plan financier et au plan des résultats qu'on attend d'eux pour délivrer le type de service qu'on attend. Pour sa part, l'administrateur secrétaire exécutif national de l'ANEP s'est apaisanti sur la hauteur des dits financements. Ces entreprises ont besoin de financement pour accroître leurs activités. C'est dans ce cadre-là que le cabinet Boost International nous a approchés et nous sommes allés vers la BAD qui est disposée à financer ces entreprises du portefeuille, ces établissements publics. Et comme vous avez eu à comprendre et à les suivre, ces entreprises doivent élaborer des business plans d'un minimum de 30 millions de dollars pour leur permettre d'accéder à ces financements importants et disponibilisent la BAD à ces... À l'issue de ces assises, un protocole d'accord a été signé entre la Banque africaine de développement et l'ANEP. Et pour terminer, une conférence débat autour du thème « La RDC face aux enjeux de la transition énergétique » cas du secteur minier s'est tenue le 29 février dernier à la salle Monekoso de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, initiée par le recteur Jean-Marie Kaembe. Cette conférence avait pour objectif l'étude et l'analyse d'un plan stratégique pour la gestion des minéraux d'exportation congolaise. Regardez. Présents dans la salle, les personnels scientifiques et administratifs, les étudiants de l'université de Kinshasa, les membres de la société civile, mais aussi les professionnels des médias. Cette conférence a notamment analysé les protocoles d'accord signés entre la République du Rwanda et l'Union européenne et les protocoles d'entente sur les chaînes des valeurs ou des matières premières critiques et stratégiques signés entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Je pense que même le chef de l'État, dans ses sorties médiatiques, plusieurs fois il a dit, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit qu'on devait améliorer la connaissance géologique. Ça veut dire qu'on ne doit pas se limiter à des spéculations, on a ceci, on a cela, tout. Bien sûr, on a tous ces indices-là, mais il faut les connaître réellement en termes de réserves. Donc des réserves exploitables, et si on les a, on peut planifier dans ces domaines-là facilement. Si je dois me limiter sur les volets scientifiques, c'est ce que j'ai dit. Donc je vous ai montré des documents un peu sur les formations géologiques du Rwanda et tout ce qu'ils avaient comme indice de minéralisation et réserve, mais des années 88, où ils disent vraiment que non, c'était un problème, c'était une exploitation marginale et qui était voie à l'effondrement. Mais si ils doivent, par exemple, nous dire qu'ils disposent maintenant des mines ou des réserves bien identifiées, bien quand même quantifiées, on devrait le savoir pour que l'Union européenne arrive à signer cet accord là-bas. Mais tant qu'on ne les aura pas vus, tant qu'on ne les aura pas déclarés, on va juste comprendre que c'est des minéraux qui viennent d'ailleurs et d'une voie qui n'est pas vraiment propre. Le dit accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda renseigne que ce dernier est un acteur majeur au niveau mondial dans les secteurs de l'extraction de tantale et produit également de l'étain, du tungstène, de l'or et du nobium et dispose de réserves de lithium et de terres rares. Des affirmations qui partent en désaccord avec les plans géologiques reconnus par tous les États du monde. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.